Alors, la question de la méritocratie, c'est un point, fondamental, à mon avis. Et sur cette image, c'est intéressant parce que finalement, ce qu'on voit, c'est que la méritocratie, pour qu'elle émerge, il faut que, comment dire? Certaines pratiques, disparaissent ou en tout cas, s'amenuisent, perdent en intensité parce que, ça ne peut pas coexister. Voilà, c'est comme l'eau et l'huile, voilà, c'est un mélange hétérogène, on a tous appris à l'école. Et ce qu'on voit ici, c'est que finalement, tout ce qui est, régionalisme, familialisme, provincialisme, et cetera, bah, ce sont pas des phénomènes, qui, encouragent à la méritocratie. Parce que bien évidemment, dans la méritocratie, il y a une, comment dire? Il y a un aspect de justice. Il y a un aspect qui touche à l'état de droit. C'est-à-dire que vous avez on est tous voilà, vous êtes allés à l'école, vous avez, travaillé et théoriquement, si on est juste, si on est droit, on devrait, récompenser chacun pour son travail et en fonction justement du travail de chacun, comment chacun s'est donné et cetera, il devrait bien évidemment ce n'est pas parfait, ce n'est parfait nulle part dans le monde, mais on devrait quand même avoir une corrélation entre, des gens qui ont travaillé et le mérite. Mais quand on arrive dans des situations où on n'est même pas dans une situation intermédiaire, mais on est dans une situation opposée, c'est-à-dire que systématiquement, les gens qui méritent sont toujours hors caméra, hors cadre, totalement, dans l'ombre et finalement, par des systèmes, de comment dire? De sélection, liés à des questions d'identité et cetera. On se retrouve toujours avec des gens, soit des gens très moyens, très rarement des gens bons aussi, il faut le dire, mais assez rare et en comparaison bien évidemment, parce que tout ça c'est en comparatif, hein. On imagine que dans le cas idéal où on arrivait à vraiment à sélectionner les meilleurs, heu, on arriverait à un certain, résultat. Dans le cas où il y a une sorte de sélection aléatoire, basée sur l'identité et cetera, on arrive, dans des cas de figure où on est beaucoup moins performant et pire encore, c'est que quand on sélectionne sur la base des identités, de l'origine, de l'ethnie, de la province, de la région et cetera, c'est qu'il y a une, comment dire? Il y a une sorte de cercle vicieux qui s'installe. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ce n'est pas la performance qui permet d'être bon. Donc même des gens qui auraient pu performer, bah, finalement se rendent compte que, bah, pourquoi fournir l'effort? Et du coup, rentrent dans un cercle vicieux. Voilà. Alors, la question de la méritocratie, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on pourra en discuter dans la deuxième partie. On se rend compte qu'en Occident, globalement, il y a une baisse enfin, le système méritocratique n'est plus ce que c'était, il y a 70 ans, il y a un siècle et cetera et on voit bien que globalement, tout ça, comme par hasard alors, corrélation n'est pas causalité, mais tout ça quand même s'accompagne, c'est-à-dire baisse de la productivité en Europe, baisse du niveau d'éducation, heu beaucoup d'élitisme dans le sens, sans méritocratie et cetera et beaucoup justement aiment bien comparer ça à l'Afrique en disant finalement, c'est assez proche et cetera et ça, c'est souvent les courts-circuits qu'on fait, enfin des shortcuts qu'on fait souvent, mais c'est un point sur lequel il faudrait revenir parce que c'est pas pareil, les comment dire? L'Europe aujourd'hui est dans une phase de post-productivité, on appelle ça post-modernisme si vous voulez, mais ce n'est pas la même chose que l'Afrique aujourd'hui. C'est pas, 2 régions qui sont dans une même configuration et donc les raisons qui emmènent à la disparition progressive de la méritocratie en Occident, ce n'est pas la même chose qu'en Afrique. Non, c'est voilà, c'est à la fin, on voit les résultats se rapprochent plus ou moins, même si en Europe, il y a les biens sont quand même toujours là, la productivité, elle est quand même toujours là. La richesse accumulée, elle est toujours là, mais ce n'est pas la même chose que l'Afrique. Ça, c'est vraiment, c'est différent. Mais pour l'instant, on va d'abord, parler du cas africain et du cas asiatique, parce que finalement, il y a 50, 60 ans, 70 ans, les 2 régions étaient à peu près dans la même configuration et heu et aujourd'hui, l'Asie passe plutôt dans un stade où l'Europe était il y a 70 ans, il y a un siècle et cetera. Enfin dans un stade où, il y a une rationalisation de la ressource humaine, des systèmes de sélection, vraiment, objectifs, basés sur, la compétence, la capacité et cetera. Aujourd'hui, on voit, la Chine ce qu'elle est, mais on ne voit pas, tout ce qui a été mis en œuvre, sur le plan de la sélection des, voilà, de ceux qui travaillent, ceux qui ont la volonté et cetera et surtout les moyens qui sont donnés aux étudiants d'aller dans les meilleures universités au monde, payés par l'État, une fois de plus, faut pas oublier. Je me rappelle quand j'étais étudiant, enfin, il y avait des équipes, multiculturelles avec, des gens qui venaient de partout et cetera et puis il y avait des équipes chinoises. Ah et ces équipes chinoises-là, ils venaient pour ceux qui connaissent en France, les instituts, les INSA, les INS.
Dans une institut, supérieur comme ça, il y avait, plein de Chinois au point où ils étaient capables de former, des équipes, de football avec remplaçants et cetera. Et bien évidemment, quand, ça s'est fait, chaque année, en 5, 10, 20, 15, 20 ans, 30 ans, les écarts se creusent énormément. Et ça s'est fait, bah, parce qu'à un moment donné, il y a eu vraiment une volonté de, bah, ne pas regarder d'où les gens viennent, de partir dans les petits bleds et de chercher vraiment, les gens qui sont brillants. Et aujourd'hui, il faut avouer qu'en Afrique, on en est extrêmement loin. Voilà, on en est très, très loin. Et donc ce point est très, très important et je pense que, bon, souvent on débat de beaucoup de choses sur la chaîne, mais je pense que c'est intéressant de faire un focus sur ça et d'avoir ça en tête. Parce qu'il y a beaucoup de médiation, quand on parle des structures, des structures familiales, des ethnies, voilà, de toutes ces choses-là, ce sont que des médiations. À la fin, il y a des vraies conséquences. À la fin, la vraie question c'est: est-ce qu'à l'échelle d'un territoire qui a tant de millions d'habitants, on arrive à optimiser, on arrive à bien utiliser la ressource humaine? Parce que bien évidemment, ce qui permet à un pays de produire, de transformer des matières premières, c'est la ressource humaine. C'est pas comme ce qu'on voit souvent, dans les vidéos, dans même l'idéologie, on va dire, qui existe aujourd'hui, dans la chez beaucoup d'intellectuels africains, de l'idée que l'Afrique est riche de matières premières, pourquoi est-elle pauvre, et cetera. La question n'est pas là. La question c'est: l'Afrique a beaucoup de matières premières, mais qui va transformer ces matières premières? Qui va, créer des structures, financières, des structures, juridiques, voilà, des mastodontes industriels et cetera, pour les transformer. Et ça, il faut des humains, il faut des gens techniquement très bons. Heu, Pas que des gens qui sont bons à l'échelle de l'Afrique, on prend deux trois gars, on dit: «C'est des génies». Non, il en faut une quantité énorme. Et il faut que ces gens, ils soient au moins au niveau des ingénieurs chinois ou américains ou singapouriens ou et cetera, ou plus. On peut pas être, oui, mais non, on peut se contenter d'être moins et cetera. Non, là, la question qui se pose, c'est être plus. Il faut dépasser, il faut former les meilleurs des meilleurs. Et pour ça, on peut pas être dans la demi-mesure, oui, venir avec des arguments, type, oui, mais si, cette personne vient de telle famille, mais elle est compétente. Non, la question n'est pas là. Il faut être à l'extrême. Il faut être à l'extrême, la rigueur, la sélection du meilleur et cetera. Il faut être caricatural parce que l'Afrique a besoin de ça. L'Afrique a besoin d'un extrême et pas voilà, de sorte de politique tiède, finalement, qui fait que maintenir dans la situation actuelle. Alors, c'est vrai que quand on parle de méritocratie comme ça, on se dit: «Bon, OK, c'est voilà, c'est il y a beaucoup de médiation, il y a on ne voit pas les résultats directement tout de suite». Et pourtant aujourd'hui, si on compare, ici, il y a une étude qui a été faite par, l'United Nations University, qui est un think tank et un institut de formation, pour, enfin, en socio-économie, en économie de développement, tout ça. Ils sont basés au Japon, et ils avaient fait fin des années 90, début des années 2000, ils avaient fait une étude comparaison entre, l'Asie, globalement, et l'Afrique, en termes de développement, d'augmentation de revenus, tout simplement. Parce que le paramètre le plus parlant, bien évidemment, c'est le revenu moyen, heu, par personne, dans les différentes régions. Et là, quand on voit, clairement, donc le revenu moyen, c'est pas le PIB. Le produit national brut, c'est pas le PIB. Le PIB, c'est, la totalité de la production, de ce qu'un pays a produit, on va dire. Et le produit national brut, c'est, toute cette production voilà, en valeur argent, si vous voulez, en dollars. Ici, c'est en dollars. Et on enlève, l'amortissement des biens, enfin, des assets, quoi, des actifs. Et par contre, on tient compte du fait qu'il y a des gens qui vont, investir dans d'autres pays et qui rapatrient, ce qu'ils ont gagné dans ces pays-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de il y a une sorte de communication qui existe où on montre finalement les pays qui ont des plus grands PIB, mais on montre jamais, les PNB. Et quand on montre les PIB, on se dit: «Oui, ces pays ont des très grandes croissances», mais en face, quand on met les produits nationaux bruts, quand on met les revenus réels, pour les pays, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'investissements étrangers qui arrivent, mais les richesses, qui viennent justement de cet investissement, il y en a beaucoup qui repartent aussi. Et du coup,
quand on regarde vraiment les revenus nationaux, c'est beaucoup plus, ça montre c'est plus parlant pour la richesse des différents pays. Et donc du coup là, on voit bien la différence entre l'Afrique qui est en bleu et l'Asie du Sud-Est qui est en jaune et c'est assez troublant. C'est assez troublant, on voit bien que dans les années, à partir des années 80, il y a eu vraiment un découplage, enfin une séparation quoi. Et même, enfin avant, l'Asie du Sud-Est était en dessous et là maintenant, l'Afrique est totalement larguée. On voit que enfin l'Asie du Sud-Est ne fait qu'augmenter. Là, le graphe, il va jusque dans les années 95-96 et vous imaginez bien qu'aujourd'hui, l'écart est encore beaucoup plus grand. On pourra en discuter après, il y a d'autres graphes, qui sont, moins explicites, mais qui montrent aussi à peu près la même chose. Et finalement derrière, c'est que, bah, il faut imaginer que derrière ces faibles niveaux de revenus, par habitant, pour l'Afrique, ça se traduit concrètement dans le niveau de vie des populations, des peuples, et voilà, de la capacité d'investir dans l'éducation aussi, dans les politiques d'aménagement, dans les villages, et cetera. Et finalement, derrière, bah, on se retrouve dans des situations où il y a encore des régions entières où les gens n'arrivent pas à, voilà, à se nourrir correctement, heu, et cetera. Il y a des gens qui meurent encore, rien que pour des raisons voilà, de famine, et cetera. Tout ça parce que, bah, il y a pas un niveau de productivité, qui permette d'avoir des revenus, nécessaires, en fait. Heu et ça, c'est, quand on voit ça, on se dit: «Bon, il y a quand même un problème, quoi. Il faut quand même essayer de comprendre». Parce que, on imagine bien que, ça aurait pu être l'Afrique qui aurait été dans la configuration de l'Asie du Sud-Est et voilà, si l'Asie